Préparez-vous à revoir toutes vos certitudes sur la mafia. Chassez de votre esprit les clichés de gangsters en costume à rayures, échangeant des tirs de mitraillettes Thompson dans les arrière-salles enfumées de Chicago, ou d'hommes siciliens au teint hâlé baisant l'anneau du redoutable Don Corleone. Tout cela n'est qu'une imagerie populaire, un récit confortable pour ceux qui veulent croire que le mal a un visage reconnaissable et des règles tangibles. La réalité, celle qui se tapit dans les collines arides et ensoleillées de Calabre, est infiniment plus terrifiante et prosaïque. Représentez-vous une puissance qui n'a pas besoin d'exécution publique pour maintenir sous son joug un continent entier. Une force qui a su se rendre si indétectable que durant des décennies, elle fut simplement considérée comme un agrégat de brigands ruraux, alors qu'elle dévorait méthodiquement l'économie de l'Europe à la manière d'une tumeur insidieuse. Ceci n'est pas l'histoire romancée d'une famille, c'est la genèse d'une véritable entité corporative où le sang n'est qu'un coup opérationnel et le silence, la marchandise la plus précieuse. Bienvenue à Limbadi, un point insignifiant sur la carte qui est devenu le foyer sombre d'un empire mondial. C'est ici, entre les oliveraies et la pauvreté de l'Italie d'après-guerre, qu'a pris racine la malédiction que le monde entier finira par nommer le clan Mancuso. L'origine de cette malédiction ne réside pas dans un crime retentissant, mais dans un simple fait biologique qui allait sceller un destin. Au milieu du XXe siècle, alors que l'Italie s'efforçait de se relever des décombres de la Seconde Guerre mondiale, au sein de la famille patriarcale de Giuseppe Mancuso, surnommé localement Don Pepe, survint ce qui était alors considéré comme une bénédiction divine, mais qui se mua par la suite en une calamité pour toute la Calabre, la naissance de 11 enfants. La génération des 11, tel sera le nom que les procureurs donneront à cette descendance un demi-siècle plus tard. Cependant, en ces années 50 et 60, il ne s'agissait que de bouches à nourrir dans la province oubliée de Vibo Valentia, où l'État n'exerçait qu'une présence nominale et où le pouvoir réel se mesurait à l'étendue des terres possédées et à la capacité de les défendre. La Calabre de cette époque était une contrée où le temps paraissait suspendu. L'organisation quasi-féodale, la cruauté érigée en norme de vie et la misère la plus complète constituaient le terreau idéal pour l'éclosion de monstruosités. Les jeunes Mancuso ne furent pas élevés avec des contes de fées, mais par les dures leçons de la survie. Leur capital initial ne fut pas l'astuce, mais une force brute, animale et une cohésion absolue, quasi sectaire. Tandis que d'autres clans de la Ndrangheta, une organisation archaïque encore peu connue hors de la région à cette période, se spécialisaient dans les enlèvements et le petit racket, la famille Mancuso entreprit de bâtir quelque chose de fondamentalement différent. Elle transforma sa nombreuse lignée en un atout tactique majeur. 11 frères et sœurs ne représentaient là pas une simple famille. Ils formaient un peloton de combat prêt à l'action, chaque soldat étant lié à son commandant par un lien de sang indissoluble. Au sein de cette portée de loup, le plus jeune, né le 16 mars de l'an 1954, se distinguait particulièrement, Luigi, celui qui, des décennies plus tard, serait surnommé à voix basse El Zio ou Signorino. Mais cela viendrait plus tard. Pour l'heure, dans la poussière des années 60, les frères Mancuso, sous la houlette des aînés Francesco et Giuseppe, surnommés Mbroggia pour son talent à embrouiller affaires et individus, entamèrent leur ascension vers le pouvoir depuis le plus bas de l'échelle. Leur méthode était tout sauf raffinée. Il s'agissait de terreur pure et simple, dirigée contre les voisins, les paysans, les petits commerçants. Ils ne demandaient d'eau pas. Ils prenaient la terre, le bétail, l'eau, le respect. Les premiers rapports de police de l'époque dépeignaient le portrait d'une bande rurale typique. Vol de bétail, incendie de grange, bagarres au couteau. Les carabiniers les considéraient comme un problème d'envergure locale, de simples voyous de villages qui finiraient par s'entre-déchirer et disparaître. Ce fut une erreur fatale. Les autorités ne décelèrent pas, derrière les chemises sales et le dialecte rugueux, l'émergence d'une nouvelle structure, la Cosa Nuova. Les Mancuso n'aspiraient pas à être de simples bandits, ils voulaient être les maîtres. Et pour cela, ils étaient au prêt à fouler aux pieds toute loi, y compris les plus sacrés de la vieille Ndrangheta. Vers la fin des années 60, Limbadi cessa d'être un simple village. C'était devenu leur forteresse. La famille amorça une expansion qui allait transformer à jamais la carte criminelle du sud de l'Italie. Ils ne se contentaient pas de chasser leurs rivaux, ils absorbaient leur territoire, appliquant la tactique de la terre brûlée. Si les anciens parrains des villes voisines, comme Nicotera, tentèrent de résister, ils étaient retrouvés morts ou disparaissaient sans laisser de traces, la tristement célèbre Lupara Bianca, où le corps n'est jamais découvert, privant la famille elle-même du droit aux funérailles. C'est précisément durant ces années, dans une atmosphère de tension constante et une odeur de poudre à canon, que se forgea le caractère du futur suprême. Luigi, étant le plus jeune, absorbait cette cruauté comme une éponge, mais à l'inverse de ses frères impulsifs, il apprenait non seulement à tirer mais aussi à réfléchir.
Il percevait que la force brute avait ses limites et que le véritable contrôle exigeait davantage. La peur mêlée à la dépendance. La génération des 11 devint le socle sur lequel serait ultérieurement érigé un gratte-ciel de cocaïne, de ciment et de fonctionnaires corrompus. Mais pour l'heure, ils n'étaient que des architectes du chaos dans une unique province, s'entraînant sur les plus faibles avant de défier les plus puissants. Nul n'aurait pu imaginer alors que ces jeunes hommes semi-analphabètes de l'Imbadi, un demi-siècle plus tard, s'assieraient à la même table que des trafiquants de drogue colombiens pour décider du sort de contrats valant des milliards et que leur nom de famille deviendrait synonyme du mot pouvoir bien au-delà des frontières italiennes. Les semences du mal étaient jetées et le terrain avait été copieusement arrosé par le premier sang encore timide. Toutefois, même le prédateur le plus ambitieux est voué à rester un chacal tant qu'il n'apprend pas à chasser les lions. Pour le clan Mancuso, cette meute de lions qui obstruait la voie vers l'hégémonie absolue était la puissante coalition Molé-Piromali, laquelle, vers le milieu des années 70, contrôlait déjà toute la plaine de Gioia Tauro et était de fait les rois de Calabre. Il ne s'agissait pas de simples bandits, mais de l'aristocratie de la 'Ndrangheta, des individus qui siégeaient dans les mêmes loges que les maires et décidaient du destin des marchés publics, tandis que les frères Mancuso se salissaient encore les mains avec le sang des petits paysans. Le conflit était inéluctable, à l'image du choc entre deux plaques tectoniques. Et lorsqu'il éclata, la terre de Vibo Valentia trembla d'une cruauté qui fit pâlir même les carabiniers les plus expérimentés. Officiellement, cette guerre n'a pas de nom dans les livres d'histoire, mais dans les archives de la police, elle est consignée comme une série de vengeances sanglante ayant débuté en l'an 1977. Il ne s'agissait pas d'un affrontement frontal classique. Ce fut une guerre d'usure où le vainqueur était celui qui se montrait prêt à franchir les limites de l'humanité. Les Mancuso l'avaient compris. Pour s'asseoir à la table des négociations avec des géants tels que les Piromali, il fallait d'abord les faire saigner. Le premier sang fut versé de manière soudaine et ignoble, donnant le ton à toute la décennie. Les assassinats étaient perpétrés de façon ostentatoire, souvent en plein jour, sur des places bondées ou dans des cafés fréquentés. L'objectif n'était pas seulement d'éliminer un rival, mais d'humilier publiquement son clan, démontrant que les anciens dieux ne pouvaient plus protéger leurs sujets. Dans ce véritable hachoir à viande, Luigi Mancuso, qui venait alors de dépasser la vingtaine, cessa d'être simplement le jeune frère. Il se métamorphosa en un fantôme. Contrairement à ses frères aînés qui privilégiaient les attaques frontales et les fusillades bruyantes, Luigi agissait tel un chirurgien extirpant une tumeur. C'est précisément durant ces années, selon les renseignements opérationnels, qu'il commença à constituer sa garde rapprochée. Un groupe d'assassins loyaux qui ne rendèrent de compte à personne d'autre qu'à lui. Il ne laissait aucune trace, ne parlait pas en prison, et plus terrifiant encore, était dépourvu de toute pitié. L'élimination de Vincenzo Oliverio en l'an 1977 fut le premier signe. Les règles avaient changé. L'ancien code d'honneur de la 'Ndrangheta, qui interdisait de tuer devant des femmes et des enfants, fut jeté aux oubliettes. Les Mancuso tuaient partout où ils trouvaient leur ennemi. Le trophée clé de cette guerre, pour lequel le sang coulait à flot, était le port en construction de Gioia Tauro. Dans les années 70, le gouvernement italien, dans une tentative naïve d'industrialiser un sud sous-développé, investit des milliards de lire dans la construction d'un gigantesque complexe sidérurgique et d'un port. Si le complexe ne fut jamais mis en service, devenant un monument à la corruption, le port, lui, se mua en une véritable mine d'or. Les Mancuso furent les premiers à le comprendre. Qui contrôle les quais contrôle non seulement le flux de marchandises, mais aussi l'artère vitale de toute l'Europe criminelle. Tandis que d'autres clans se battaient pour des contrats d'élimination de déchets, les Mancuso et leurs alliés temporaires visèrent les conteneurs. Mais pour accéder au port, il fallait briser la résistance de ceux qui considéraient cette terre comme leur fief, le clan Piromali. L'apogée de l'affrontement fut une série d'exécutions au début des années 80, lorsque les Mancuso, utilisant la tactique du frappe et court, éliminèrent méthodiquement les lieutenants des clans ennemis. Mais le génie de Luigi se manifesta non pas dans sa capacité à tuer, mais dans sa faculté à s'arrêter à temps. Au moment où la guerre menaçait de détruire les deux parties et d'attirer l'attention de Rome, les Mancuso firent un mouvement inattendu. Au lieu d'achever l'ennemi affaibli, ils lui offrirent une alliance. C'était une stratégie digne de Machiavel. Si tu ne peux détruire ton ennemi, fais-en ton partenaire, puis absorbe-le. C'est ainsi que naquit l'axe mortel Mancuso Piromali Pesce, un triumvirat qui transforma le port de Gioia Tauro en la principale porte d'entrée de la drogue en Europe. Les ennemis d'hier, n'ayant pas encore lavé le sang de leurs mains, s'assirent à la même table pour se partager les profits de plusieurs milliards de l'approvisionnement futur en cocaïne. Ce fut précisément cette manœuvre, le passage de la guerre au partenariat stratégique, qui consolida définitivement pour Luigi la réputation non seulement de combattant, mais de politicien criminel visionnaire. Il démontra son habileté à négocier là où d'autres
ne savait que tirer. Mais le prix de cette paix fut terrifiant. Des dizaines de cadavres, ensevelis dans le béton des nouvelles autoroutes ou dissous dans l'acide, devinrent les fondations du nouvel empire. Au milieu des années 80, Limbadi cessa d'être un simple point sur la carte. C'était la capitale de la peur. Les paysans payaient la protection non pas parce qu'ils craignaient d'être battus, mais parce qu'ils savaient. Un refus signifiait la disparition. Et personne, ni la police, ni l'Église, ni l'État, n'aurait pu les protéger de la famine des Tsenetu-Atelo, famille des 11, qui venait de mettre à genoux les parrains les plus puissants de Calabre. Vers la fin des années 80, la Calabre rappelait un champ de bataille après un bombardement intensif. 700 cadavres en 6 ans. Tel fut le prix payé par la Ndrangheta pour ces guerres internes. Mais tandis que d'autres clans continuaient de compter les balles et d'enterrer leurs fils, Luigi Mancuso, jeune leader mais déjà effrayamment mature pour son âge, comprit une chose simple. La guerre nuisait aux affaires. Tandis que les Siciliens de la Cosa Nostra, sous la houlette de Totorina, se préparaient à déclarer la guerre à l'État, faisant sauter des autoroutes et assassinant des procureurs, Mancuso choisit une voie diamétralement opposée. Il décida de devenir invisible. C'est l'époque de la Pax Mafiosa qui commença, une paix imposée sous la menace des armes, dont Luigi fut l'architecte. Son surnom, ou Signorino, se mua en un autre, plus lourd et sinistre. Il Zio, l'oncle. Ce n'était pas seulement une appellation respectueuse, c'était le titre d'un homme qui avait cessé d'être un simple bandit pour devenir l'arbitre des destins. La stratégie de Il Zio était révolutionnaire pour la structure archaïque de la Ndrangheta. Au lieu de gaspiller des ressources en fusillade avec les concurrents, il leur offrit une part du gâteau, si énorme qu'elle suffisait à tous. Ce gâteau, c'était la cocaïne. Au début des années 90, Luigi Mancuso devint une figure centrale dans l'établissement de contacts directs avec les cartels colombiens, en utilisant des liens via Salvatore Mancuso, l'un des leaders des paramilitaires colombiens, AUC, et, ironie du sort, fils d'un émigré italien, le clan de Limbadi s'assura les droits exclusifs d'approvisionnement en or blanc pour l'Europe. Les Mancuso n'achetaient plus la cocaïne à des intermédiaires. Ils la prenaient à la source dans les jungles d'Amérique du Sud, garantissant aux Colombiens ce que les autres ne pouvaient offrir, une fiabilité absolue et des ports où les douaniers fermaient les yeux. C'est précisément à cette période, en l'an 1992, selon le témoignage du mafioso repenti Franco Pino, que se tint le sommet historique au complexe touristique Sayonara à Nicotera. À la même table se réunirent les parrains de la Cosa Nostra, cherchant un appui dans leur guerre contre Rome, et les leaders de la Ndrangheta. Luigi Mancuso n'était pas un simple invité. C'est lui qui dit non aux Siciliens. Il refusa de participer à la terreur ouverte contre l'État, choisissant la voie de l'infiltration silencieuse. Ce refus marqua un tournant décisif. Tandis que la mafia sicilienne s'autodétruisait par des explosions à Palerme et Florence, attirant la fureur de toute la machine étatique, le clan Mancuso se retira dans l'ombre, accumulant des capitaux en silence. Luigi comprenait que le véritable contrôle ne réside pas dans la peur qu'on inspire dans la rue, mais dans le fait de siéger dans les bureaux de ceux qui élaborent les lois. C'est précisément au début des années 90 que commença l'infiltration active du clan dans les loges maçonniques. Le stratagème était génial dans son cynisme. Les mafieux intégraient des loges couvertes, secrètes, où, dans un cadre informel, sans protocole ni regards indiscrets, ils rencontraient des juges, des procureurs, des médecins et des maires. Zone grise, tel est le nom que les enquêteurs donneront à cet espace des décennies plus tard. Là, dans les salles enfumées des réunions secrètes, se réglaient des affaires qu'il était impossible de résoudre avec l'aide d'une Kalachnikov. Luigi Mancuso devint un maître de la diplomatie du fusil, se transformant en l'homme à qui l'on s'adressait pour résoudre des problèmes, qu'il s'agisse de remporter un appel d'offres pour la construction d'une route ou d'alléger une condamnation judiciaire. Cependant, même le stratège le plus habile n'est pas à l'abri des coups lorsque l'État décide de se réveiller. En l'an 1993, dans le cadre de la vaste opération Tirreno, les carabiniers portèrent le premier coup sérieux à l'empire de Limbadi. Luigi Mancuso fut arrêté. Pour tout autre parrain, cela aurait signifié la fin de sa carrière, mais pour Il Zio, la prison devint un simple changement de bureau. Condamné à 19 ans, la peine fut ensuite réduite, mais il en purgea une partie considérable. Il démontra une capacité unique à gérer sa holding depuis derrière les barreaux. Les murs de la prison ne furent pas un obstacle à sa volonté. Utilisant un système complexe de pizzini, de minuscules billets transmis par l'intermédiaire d'avocats et de proches, il continua d'approuver des condamnations à mort et de conclure des affaires. Mais ce fut précisément son absence physique en liberté qui déclencha des processus de putréfaction au sein même de la famille. Pendant que le suprême lisait des livres de philosophie dans une cellule de haute sécurité, ses nombreux neveux et frères, privés de sa main de fer, commencèrent à se partager le pouvoir, oubliant la règle principale de Luigi. Le silence est d'or. La prison, destinée à isoler le monstre, ne fit que préserver son autorité, transformant
transformant Luigi en une icône vivante, un martyr du système, dont le retour était attendu avec une ferveur presque religieuse. Tous comprenaient, lorsqu'il sortirait, le monde changerait à nouveau, et beaucoup de ceux qui festoyaient alors sur les ruines de sa discipline paieraient de leur sang. L'opération Tirreno ne détruisit pas le clan, elle le força seulement à muter, à devenir encore plus secret, plus perfide et plus dangereux, préparant le terrain pour le chapitre le plus sanglant de l'histoire de la famille, qui se déroulerait tandis que son patriarche contemplait le ciel à travers les barreaux. Lorsque, en juin de l'an 1993, la lourde porte d'acier de la cellule se referma derrière Luigi Mancuso, nombreux furent ceux dans les bureaux de Rome et de Catanzaro qui pensèrent que le cauchemar était terminé. Son arrestation dans le cadre de l'opération Tirreno et la condamnation qui s'ensuivit, d'abord à 30 ans, puis réduite, mais toujours à de longs 19 ans de réclusion, semblait marquer le point final de la carrière du parrain de Limbadi, qui avait alors déjà réussi à intégrer la haute sphère de la 'Ndrangheta. Dans les rapports du parquet, son nom de famille côtoyait ceux des clans les plus influents de Calabre. Et pour les habitants de la région, il n'était plus simplement ou Signorino, mais El Tio, l'homme dont le nom ne se prononçait pas à voix haute sans nécessité. L'État croyait avoir enfin tranché la tête et que le corps de la structure criminelle allait inévitablement s'éteindre. Mais la prison se révéla pour Luigi non pas une tombe, mais un monastère, où son pouvoir ne se dissipa pas mais devint presque métaphysique. À l'inverse de nombreux autres parrains qui perdaient leur influence dès qu'ils se retrouvaient derrière les barreaux, Luigi aborda sa détention comme une nouvelle phase de gestion. Il avait préparé l'infrastructure à l'avance, avocats, proches, propres, coursiers, éprouvés au sein du système carcéral. Tout cela se transforma en un réseau de communication complexe à travers lequel sa volonté continuait de parvenir aux recoins les plus éloignés du territoire. L'arme principale, les pizzini, de minuscules billets écrits d'une fine calligraphie, roulés et cachés dans des paquets de cigarettes, des boîtes de conserve, les coutures des vêtements. Ces billets contenaient non seulement des instructions sur les affaires, mais aussi des sentences, qui devaient vivre et qui devait mourir. Lors de l'un des procès ultérieurs, les membres repentis du clan raconteront comment les ordres de tuer, donnés par Luigi depuis sa cellule, parvenaient aux exécuteurs via une chaîne de 4 ou 5 intermédiaires, chacun ne connaissant que sa partie de la phrase, afin que personne, hormis Ilasio, n'ait une vue d'ensemble. Mais même le mécanisme de gestion à distance le plus sophistiqué ne peut effacer une vérité simple. L'absence physique du leader crée un vide que quelqu'un cherchera nécessairement à combler. L'opération Tirreno décapita le sommet, mais laissa en liberté toute une strate de cadres intermédiaires ambitieux, frères, cousins et neveux de Luigi, qui avaient vécu des années dans son ombre et qui, soudain, sentirent qu'au-dessus d'eux ne se trouvait plus l'homme dont la parole faisait loi. Pendant que le suprême aménageait sa cellule, y instaurant une routine qui rappelait davantage celle d'un moine que la cachette d'un criminel, un incendie commençait à couver à Limbadi, un incendie qu'il ne pouvait éteindre à travers le ciment et les barreaux. Le monolithe familial de la génération des 11, qui fut pendant de longues années l'atout maître des Mancuso, se fissura. La ligne de fracture traversa précisément la table familiale. D'un côté se trouvaient les gardiens de la discipline de Luigi, orientés vers les affaires discrètes, le contrôle des ports et des marchés publics, le travail à travers la zone grise de la corruption. De l'autre, les jeunes loups de la nouvelle génération pour qui les récits des guerres sanglantes des années 70 n'étaient que des légendes d'anciens. Ils avaient grandi dans une autre réalité, avec de l'argent, des voitures, des boîtes de nuit. Ils voulaient de l'argent rapide et ne comprenaient pas pourquoi ils devaient obéir aux ordres d'un homme qu'ils n'avaient pas vu depuis des années et dont les directives parvenaient sous forme de lambeaux de papier presque effacés. Le premier symptôme de la catastrophe imminente fut l'augmentation des conflits locaux au sein même du clan. Les carabiniers enregistrèrent des querelles entre groupes contrôlés de Nicotera, Limbadi, Vibo Marina, qui la veille encore agissaient comme un organisme unique. Dans les écoutes commença à résonner ce qui était auparavant impensable, une critique ouverte des décisions de la famille et des commentaires cyniques à l'encontre des aînés. Les jeunes militants affirmaient que les anciens ne comprennent plus comment faire des affaires. Et ils ont peur d'appuyer sur la gâchette là où il faut appuyer, oubliant que c'était précisément cette modération qui avait permis au clan de survivre à des décennies de guerres avec des pertes minimes au niveau supérieur. Le passage de la putréfaction cachée à la gangrène ouverte survint en l'an 2003. C'est alors que le nom de famille Mancuso, pour la première fois depuis longtemps, résonna non seulement comme un synonyme de force, mais aussi comme un synonyme de chaos. L'attentat contre Francesco Mancuso, surnommé Tabaco Chino, fut un coup qui fit trembler toute la province de Vibo Valentia. Sa voiture fut criblée de rafales d'armes automatiques sur une route de campagne, et seul le hasard ou l'erreur de quelqu'un lui permit de survivre. Pour un observateur extérieur, cela pouvait sembler une énième embuscade mafieuse.
Mais pour ceux qui connaissaient les arcanes internes, tout était évident. Il s'agissait d'un coup de l'intérieur. Les leurs tiraient sur les leurs. Le tabou principal que Luigi avait inculqué pendant des décennies dans l'esprit de ses subordonnés avait été violé, ne pas toucher aux internes, tant qu'il existe un ennemi extérieur. La réaction de l'État ne se fit pas attendre. La même année, en 2003, fut lancée l'opération Dynasty, un nom que les procureurs n'avaient pas choisi par hasard. Ils comprenaient parfaitement qu'ils avaient affaire non pas simplement à un groupe criminel, mais à une dynastie dont les racines et les ramifications enveloppaient enfin la province entière. Des dizaines d'ordres d'arrestation, de perquisitions, d'écoutes téléphoniques, de saisies de biens. Tout cela révéla aux enquêteurs non pas une pyramide parfaitement construite, mais un réseau où les nœuds tiraient déjà les ficelles chacun de son côté. Sur le banc des accusés se retrouvèrent des représentants de diverses branches du clan et les procès-verbaux des interrogatoires étaient remplis d'accusations réciproques et d'allusions à d'anciennes rancunes. Le tableau que les juges découvrirent différait drastiquement de cette image monolithique que les organes d'enquête s'étaient faite pendant des décennies en observant le clan Mancuso de l'extérieur. Toutefois, le paradoxe le plus effrayant de cette période fut que, malgré la guerre interne, la puissance économique du clan non seulement ne s'affaiblit pas mais atteignit de nouveaux sommets. Tandis que les membres les plus jeunes de la famille réglaient leurs comptes en bordure de route et dans les ruelles, les cols blancs du clan s'occupaient d'une affaire bien plus discrète mais lucrative. Ils s'appropriaient la Côte des Dieux, cette bande pittoresque de mers et de rochers que les brochures touristiques vendaient comme un paradis terrestre. À travers des sociétés écrans, des pressions sur les fonctionnaires locaux et de banales menaces physiques, le clan achetait des terrains, des licences, des hôtels, des restaurants. Là où se dressaient autrefois de vieilles pensions et villas privées, poussaient de nouveaux hôtels, campings et résidences. L'argent de la cocaïne, transitant par le port de Gioia Tauro, se transformait en ciment et en verre, en emplois légaux et en impôts, pour lesquels les politiciens locaux étaient prêts à fermer les yeux sur ceux qui se cachaient réellement derrière ce miracle économique. Cette dualité, le sang sur le circuit interne et le développement économique sur le circuit externe, rendait le clan presque invulnérable. Pour de nombreux habitants de la région, les Mancuso étaient à la fois source de peur et la seule force réelle qui apportait de l'argent dans une province moribonde. L'État était présent sous forme de rares raids et de déclarations retentissantes, tandis que le clan se manifestait sous forme de salaires, de contrats, de touristes. Dans ce contexte, même de grandes opérations comme Dynasty et la suivante Erreur fatale, ciblant également les structures liées au clan, ne semblaient pas être un coup porté au système, mais un dysfonctionnement temporaire. Depuis sa prison, Luigi, selon les données de l'enquête, suivait attentivement tous ces processus. Il recevait des rapports sur les conflits internes, les affaires conclues, ceux qui oubliaient de verser le pourcentage dû à la caisse commune. Son silence durant ces années-là était plus lourd que n'importe quelle sentence. Personne ne comprenait vraiment comment il réagirait une fois libéré. Certains espéraient que Lzio n'était plus le même. D'autres pensaient que son temps était révolu. Mais il y avait aussi ceux qui évaluaient la situation avec lucidité. L'homme qui avait réussi à faire grandir une structure impériale à partir d'une pauvre famille rurale n'allait pas observer tranquillement sa lignée se transformer en un amas de bandes en guerre. Il savait que le jour de sa libération ne serait pas une fête, mais le début du grand nettoyage. Ainsi, les années entre son arrestation et son retour à la liberté devinrent une période de mutation cachée pour le clan. Formellement, les Mancuso demeuraient la force la plus puissante de Vibo Valentia, contrôlant le trafic de drogue, les ports et le tourisme. Mais en substance, ils étaient déjà un autre organisme, plus riche, plus intégré dans l'économie légale, mais aussi beaucoup moins gouvernable. Lorsque, en l'an 2012, la porte de la cellule de Luigi s'ouvrit enfin, il n'entra pas dans le monde qu'il avait laissé derrière lui en l'an 1993. Devant lui se dressait une réalité double. À l'extérieur, la scintillante Côte des Dieux, avec ses hôtels bondés et sa mer calme. À l'intérieur, un clan rongé par la haine interne et l'avidité. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il devint évident que ce n'était pas la paix qui l'attendait, mais un nouveau chapitre, encore plus cruel, de l'histoire, dans lequel Lzio tenterait de reconstituer les fragments de son empire en utilisant l'unique ciment qu'il avait connu toute sa vie, le sang. Ce qui advint dans la nuit du 9 juillet de l'an 2003 sur une route sombre et sans lune près de Spilinga ne fut pas simplement un énième règlement de compte mafieux. Ce fut un acte rituel de sacrilège, une déclaration de guerre civile, quand de l'obscurité émergea la silhouette noire d'un tueur à gages qui ouvrit silencieusement le feu sur l'automobile où se trouvait Francesco Mancuso, l'un des neveux aînés surnommé Tabaco, et son homme de confiance Raffaele Fiammingo, dit Vichingo. Les balles ne perforèrent pas seulement le métal et la chair, elles déchirèrent le tissu même du code familial, maintenu ensemble par des décennies de sang et de silence. Fiammingo mourut sur le coup, étouffé par son propre sang, tandis que Francesco, gravement blessé et l'un des piliers du clan, survécut par miracle
devenant le témoin vivant de l'effondrement de l'ancien monde. La chose la plus terrifiante dans cet attentat ne fut pas la crudité, mais l'identité du commanditaire. Derrière ce coup, il n'y avait ni ennemi d'autres clans, ni la police. L'ordre, comme le confirmeront plus tard les enquêteurs, fut donné par Cosmo Michele Mancuso, l'oncle charnel de la victime, l'un des 11 frères, qui décida que le temps des anciennes règles était révolu. Le sang des Mancuso fut versé sur ordre d'un Mancuso. Le tabou de la violence intrafamiliale, qui les rendait invulnérables, avait été levé. Après cette nuit, Limbadi et toute la province de Vibo Valentia sombrèrent dans la folie. Commença une époque que les rapports de police qualifieront sèchement de scission, mais qui, pour les habitants locaux, devint des années de vie sous le feu croisé. Le vide de pouvoir engendré par l'arrestation de Luigi se transforma en un trou noir qui aspirait des familles entières. La faction de Cosmo Michel, s'appuyant sur la force brute et le soutien de clans alliés tels que les La Rosa de Tropea, décida que l'ancien modèle des affaires silencieuses ne fonctionnait plus. Ils voulaient tout et tout de suite. Contre eux se dressèrent d'autres branches de la famille, y compris le groupe dirigé par Pantaleone Mancuso, surnommé Scarpuni, qui tentèrent de préserver les vestiges de l'ancien ordre, mais furent eux-mêmes entraînés dans le tourbillon sanglant de la vengeance. Ce n'était pas seulement une guerre pour l'argent, c'était une guerre pour l'identité. Jeunes contre anciens, force brute contre stratégie, anarchie contre hiérarchie. La trahison devint la nouvelle monnaie d'échange. Les frères d'armes d'hier qui avaient grandi ensemble, baptisé leurs enfants et partagé le pain, s'ordonnaient désormais mutuellement aux tueurs à gages. En l'an 2004, dans les rues de la petite ville touristique de Pizzo, Domenico Belsito fut exécuté de manière démonstrative, officiellement pour une relation extra-conjugale qui aurait déshonoré la famille. Mais en réalité, il s'agissait d'un nettoyage. Le clan Bonavota, agissant en alliance avec l'une des factions des Mancuso, éliminait les figures gênantes, déblayant le terrain pour la nouvelle hiérarchie. Les tueurs à gages, parmi lesquels le futur repenti Francesco Fortuna, agissaient avec la froideur de boucher, sachant que derrière eux se tenaient de puissants protecteurs de la famille des 11 qui avaient donné le feu vert à l'abattage des leurs. Le chaos grandissait comme une boule de neige. De nouveaux acteurs entrèrent en jeu. Les Piscopisani, un clan ambitieux de Vibo Valentia qui, flairant la faiblesse de l'hégémonique, décida de défier les Mancuso. Raffaele Moscato, militant des Piscopisani, devenu par la suite l'un des informateurs les plus précieux, raconta aux enquêteurs comment eux, voyant les luttes intestines de la famille royale, avaient pris assez de courage pour commencer à planifier des meurtres de leaders Mancuso utilisant bombes et embuscades. Ce qui semblait auparavant impensable, attaquer les membres du clan de Limbadi, devint réalité. Pantaleone Scarpuni échappa par miracle à la mort d'une puissante bombe placée sous son automobile. En réponse, les Mancuso déchaînèrent la terreur n'épargnant personne. L'assassinat d'Antonino Zuppo en l'an 2012, tué alors qu'il était en résidence surveillée, devint un autre rappel. Dans cette guerre, il n'y a pas de règles. Mais le plus bouleversant dans ce bacchanal sanglant était la façon dont il s'entremêlait avec les affaires. Tandis que des voitures brûlaient et des vies s'éteignaient sur les routes de Calabre, des questions valant des millions d'euros se réglaient dans les bureaux. Andrea Mantella, un autre transfuge clé, décrivit cette période comme un temps de schizophrénie. D'un côté, ils s'entretuaient, de l'autre, ils se partageaient les contrats d'élimination des déchets et de construction de villages touristiques. Mantella se souvenait avoir discuté avec Pantaleone Mancuso du partage des sphères d'influence à Vibo Valentia, s'accordant sur qui allait traire les entreprises locales pendant que ces hommes préparaient un énième attentat. Un jour, ils pouvaient planifier une embuscade contre leur cousin et le lendemain, s'asseoir avec lui au bar, se souriant et discutant des pourcentages d'un projet immobilier conjoint. C'était la guerre de tous contre tous, où les alliances se formaient le matin et se brisaient le soir d'un coup dans la nuque. Luigi Mancuso observait cette désintégration depuis sa prison. Les nouvelles de chaque mort, de chaque trahison lui parvenaient. Il voyait comment ses neveux et frères, aveuglés par l'avidité et les ambitions, détruisaient toutes les fondations qu'il avait établies pendant des décennies. Il comprenait que le clan s'était transformé en un pot d'araignée, où ne survit pas le plus fort, mais le plus vil. Mais il savait aussi que le temps travaillait pour lui. Chaque nouvelle mort, chaque nouvelle arrestation affaiblissait les factions des scissionnistes, nettoyant le terrain pour son retour. De son point de vue, c'était une sorte de sélection naturelle, cruelle mais efficace qui éliminait les faibles, les stupides et les impulsifs. Il n'avait pas besoin d'intervenir, il devait simplement attendre que les cadavres des ennemis, y compris ceux internes, passent devant sa cellule. Et lorsque, en l'an 2012, les portes de la prison s'ouvrirent enfin, il ne sortit pas sur un tas de cendres, mais sur un chantier, parfaitement préparé pour l'édification d'une nouvelle architecture de pouvoir encore plus rigide. Mais de cela, seul lui et les quelques-uns qui lui avaient maintenu leur fidélité dans les temps les plus sombres le savaient. Juillet de l'an 2012, en Calabre, fut d'une chaleur insupportable. Mais la véritable température monta non pas sur les thermomètres, mais dans les bureaux fermés des préfectures de police et des quartiers généraux des clans
rivaux. Les portes de la prison s'ouvrirent en grand, et un homme qui n'avait pas été vu dans les rues de Vibo Valentia depuis 19 ans, toute une époque, retrouva la liberté. Luigi Mancuso, Elzio, était de retour. Libéré avec 11 ans d'avance grâce au travail brillant de ses avocats, à des arguties juridiques et à une conduite irréprochable, il se retrouva libre au moment le plus critique. Son empire, autrefois monolithique, gisait dans les ruines de la guerre civile et la province rappelait le Far West où chaque village avait son shérif au fusil à pompe et ses ambitions napoléoniennes. Mais ceux qui s'attendaient à ce que le vieil homme commence à se venger, à régler ses comptes et à inonder les rues de nouveau sang se trompèrent fatalement. Luigi ne sortit pas son pistolet. Il sortit son téléphone et commença à convoquer des invités. Ce qui s'ensuivit, les carabiniers le nommeront plus tard la Grande Réconciliation. Mais dans le langage de la 'Ndrangheta, c'était la Pax Mafiosa, la paix imposée par la force d'une autorité incontestée. Comme lieu pour le rassemblement historique qui devait faire cesser le massacre insensé, furent choisis non pas de sombres sous-sols ou des fermes abandonnées, mais des complexes touristiques inondés de soleil sur la côte, comme le légendaire Sayonara à Nicotera, symbole de la puissance légale du clan. Ce fut un geste profondément symbolique. C'est précisément ici, 20 ans plus tôt, que Luigi avait refusé aux Siciliens la guerre contre l'État. Maintenant, il réunissait ici les factions en guerre, ses neveux présomptueux, les leaders de l'effronté clan Pisco-Pisani, d'influents parrains de Reggio Calabria, pour leur dire une chose: la fête est finie. Luigi se présenta devant eux non pas comme un tyran exigeant la soumission, mais comme un patriarche sage, le seul capable de garantir à tous non seulement la survie, mais la prospérité. Il proposa un accord qu'on ne pouvait refuser. Un cessez-le-feu total en échange d'une part dans de nouveaux et gigantesques stratagèmes. Il expliqua, en comptant sur ses doigts, au jeune loup, habitué à raisonner en termes de raquettes de kiosque, que pendant qu'il se tirait dessus pour des terres rurales, incultes, des milliards d'euros de contrats pétroliers, d'appels d'offres de l'Union européenne et de commandes de construction leur passaient sous le nez. Son autorité était si immense et ses arguments si percutants que même les fiers et indépendants parrains des clans de Stefano et Tegano, l'élite de Reggio Calabria, reconnurent son statut spécial. Luigi devint non seulement le chef de famille, mais crimine, l'arbitre suprême de toute la province de Vibo Valentia, une sorte de pape du monde criminel dont la parole était loi non sujette à discussion. Mais derrière cette façade décente de diplomatie et de pacifisme se cachait une emprise d'acier impitoyable. Ceux qui ne comprirent pas la subtile allusion ou qui considérèrent le pacifisme de Elzio comme un signe de faiblesse sénile, un destin bien plus terrible qu'une balle dans la tête les attendait. Dans la province, on recommença à parler avec horreur de la Lupara Bianca. Des personnes disparaissaient tout simplement, sans bruit, sans cri, sans fusillade sur les places. Un paysan qui refusait obstinément de vendre sa terre pour un nouvel hôtel, un jeune militant qui avait décidé en secret de travailler en dehors de la caisse commune, un témoin fortuit qui avait trop parlé au bar après quelques verres de vin. Ils ne rentraient tout simplement pas chez eux. Leur corps était dissous dans l'acide, donné en pâture au port ou devenait partie intégrante des fondations des nouvelles autoroutes construite par les entreprises du clan. Luigi le montra clairement. Il n'est pas contre la violence en tant que méthode. Il est contre la violence bruyante qui perturbe les affaires. Le silence devint sa marque de fabrique. Si en l'an 2003 tout le monde entendait des tirs et des explosions, en l'an 2013, à Limbadi régnait un silence de mort, résonnant, qui glaçait le sang des habitants locaux. Luigi accorda une attention particulière au problème des Pisco-Pisani, ces parvenus effrontés de Vibo Valentia qui, profitant du vide de pouvoir durant sa détention, avaient osé défier l'hégémonie des Mancuso. Il ne les détruisit pas de ses propres mains, attirant l'attention de la police. Il agit avec plus de ruse. Il les dressa contre le clan Patania de Stefanaconi, leur permettant de s'entresaigner dans une vengeance cruelle et insensée. L'apogée de ce massacre fut l'assassinat du parrain Fortunato Patania, qui déclencha une réaction en chaîne de vengeance. Luigi observait ce massacre de loin comme un marionnettiste tirant les ficelles, jetant de temps à autre des armes ou des informations à l'une ou l'autre partie. Lorsque les deux groupes s'affaiblirent, au point de ne plus représenter une menace réelle, il absorba simplement leurs territoires et leurs biens. Ce fut une leçon magistrale de politique machiavélique. Les ennemis se détruisirent mutuellement et le vainqueur obtint tout, pratiquement sans se salir les mains. Vers l'an 2014, le processus de restauration était achevé. L'empire Mancuso avait été reconstruit à partir des cendres, mais il était désormais un autre empire, plus complexe, hybride. Il ne reposait plus seulement sur la peur et la violence, il s'appuyait sur le consensus et l'argent. Luigi créa un système dans lequel chaque clan, chaque famille se voyait attribuer un rôle précis et sa part du gâteau, qu'il s'agisse de trafic de drogue, de construction ou d'agriculture.
il transforma l'anarchie des chefs de guerre en une corporation bien huilée, où la discipline était maintenue non par un pistolet sur la tempe, mais par la perspective d'un enrichissement fabuleux. Mais comme tout monarque absolu assis au sommet de sa montagne, il comprenait. Plus on monte haut, plus on devient une cible. Et tandis qu'il célébrait sa victoire à l'ombre des oliviers séculaires de Limbadi, recevant les suppliants dans le bureau du procureur Nicolas Gratteri à Catanzaro, des schémas étaient déjà tracés et des dossiers compilés qui, dans quelques années, transformeraient ce triomphe en cendres. À partir de l'an 2014, Limbadi, un petit point insignifiant sur la carte aride de Calabre, abandonna définitivement son masque de ville agricole déprimé pour se transformer en centre opérationnel de gestion d'une corporation transnationale, dont le chiffre d'affaires souterrain aurait fait pâlir d'envie de nombreuses entreprises de la liste Fortune 500. Luigi Mancuso, architecte de cette nouvelle et effrayante réalité, fut le premier parmi les parrains de la 'Ndrangheta à comprendre que la mafia classique était un anachronisme archaïque. Pourquoi risquer sa liberté en collectant de maigres pots de vin auprès de petits commerces et en intimidant des paysans si l'on peut gérer l'économie d'une région entière? Commença l'ère que les enquêteurs de la DDA, Direction districtuelle anti-mafia, nommeront plus tard l'industrialisation de la corruption. L'empire de Lezio ne parasitait plus simplement le corps de l'État. Il devint lui-même l'État, substituant ses propres institutions aux siennes. Les hôpitaux de Vibo Valentia, les appels d'offres pour la construction de routes fédérales, les contrats de plusieurs millions pour l'élimination des déchets et la restauration scolaire. Tout cela passa sous le contrôle total d'entreprises liées directement ou indirectement au clan. Les médecins obtenaient des postes de chef de service uniquement avec l'approbation de la famille. Et l'asphalte sur les nouvelles autoroutes était mélangé à du sable fourni par des carrières appartenant à des hommes de paille des Mancuso. Mais ce contrôle total sur le territoire n'était que les fondations. Les véritables sommes, astronomiques, se trouvaient là où s'entrecroisaient la grande géopolitique, les flux énergétiques et le crime organisé. Le point culminant de cette stratégie mondiale fut l'opération connue dans les archives judiciaires sous le nom de Pétrole Mafia. Ce fut un projet dont l'ampleur et l'audace frappèrent même les procureurs de Catanzaro, pourtant habitués à tout. Les Mancuso, scellant une alliance stratégique avec la Camorra napolitaine, notamment avec l'influent clan Moccia, entrèrent dans le commerce de gros de carburant, le système circulatoire de toute économie. Le stratagème était génial dans sa simplicité et son audace. À travers un réseau ramifié de sociétés fictives et d'entreprises papier jetables, ils importaient des volumes gigantesques de carburant d'Europe de l'Est, évitant habilement la TVA et les accises pour des centaines de millions d'euros. Cela leur permettait de vendre de l'essence et du diesel dans les stations-service contrôlées à des prix de dumping, détruisant impitoyablement les concurrents légaux et monopolisant de fait le marché de régions entières d'Italie. Mais le plus intéressant et le plus terrifiant se cachait dans les détails de ce partenariat international. Les traces du schéma pétrolier menaient non seulement à Naples ou à Rome, mais aussi loin à l'est. Dans les éléments de l'enquête émergèrent des noms de magnates pétroliers kazakhs et d'oligarques russes qui cherchaient des canaux sécurisés pour le blanchiment et la légalisation de leurs capitaux en Europe. Le clan Mancuso devint pour eux le partenaire idéal. Il fournissait une couverture, une logistique impeccable à travers ses ports et surtout un silence absolu. Les rencontres se déroulaient dans de luxueux hôtels de Rome et de Milan où les représentants de la mafia de campagne de Limbadi, ayant troqué leurs vestes de travail pour des costumes sur mesure, discutaient d'égal à égal des conditions des affaires avec des personnes parlant avec un fort accent slave. Luigi Mancuso démontra que la 'Ndrangheta n'est pas simplement une bande régionale, mais une marque mondiale capable d'opérer partout dans le monde, des steppes infinies du Kazakhstan aux bourses financières de Londres. Un rôle particulier, presque cinématographique, dans cette toile d'araignée était joué par la figure d'Anna Betoja, connue dans les milieux mondains sous le nom d'Anna Betts, chanteuse, femme du monde et veuve d'un magnate du pétrole, devenue le visage public de ce cartel. Ses vastes relations dans la haute société romaine, son amitié avec des sénateurs et ses contacts au Vatican ouvraient des portes qui étaient fermées à des personnes portant le nom de Mancuso. C'était la tactique classique de Luigi, utiliser des personnes propres et respectables comme façade pour des affaires louches. Pendant qu'Anna brillait lors des réceptions de bienfaisance et sur les couvertures de magazines, les pétroliers chargés d'huile illégale accostaient dans les ports contrôlés par le clan et l'argent coulait à flot vers les paradis fiscaux, soigneusement dissimulés derrière un système complexe de trusts et de directeurs prête-noms. La méthode de gestion de Luigi durant cette période atteignit son apogée et peut se résumer par une phrase: « Ne tirez pas si vous pouvez acheter ». Il porta l'art de l'infiltration dans les structures étatiques à la perfection. Hauts fonctionnaires de police, juges, inspecteurs des impôts. Beaucoup d'entre eux finirent logés sur les listes de paix secrètes du clan. Mancuso ne se contentait pas de simples pots de vin en espèces. Il rendait des services, créant un réseau de débiteurs. Aider à placer le fils du procureur dans une université prestigieuse, résoudre un problème délicat avec un prêt bancaire, faire pression sur un supérieur intransigeant,
Lzeyo devenait une personne irremplaçable pour ceux qui, par devoir, auraient dû lui passer les menottes. Il devint invisible, se dissolvant dans le monde légal en devenant une partie ombrageuse et inséparable. Cependant, cette apparente invulnérabilité était une illusion trompeuse. Luigi, probablement, croyait sincèrement que son système sophistiqué de poids et contrepoids, ses liens profonds dans les loges maçonniques secrètes, y compris la loge Hongrie, apparue lors des enquêtes, et son amitié avec les puissants de ce monde le rendait intouchable. Il oublia une vieille vérité. Dans tout château de cartes, aussi haut et solide qu'il puisse paraître, il y a toujours une carte maîtresse sur laquelle tout repose. Et tandis qu'il élaborait des plans grandioses pour la conquête de nouveaux marchés et l'expansion de son influence, au cœur même de sa famille, juste sous son nez, mûrissait une révolte. Une révolte non pas pour l'argent ou le pouvoir, mais pour quelque chose de plus dangereux, pour la vengeance et la rédemption. L'écho des tirs de cette même nuit de l'an 2003, quand un frère tira sur son frère, ne s'était pas éteint. Il s'était simplement caché, attendant son heure pour revenir sous les traits d'un homme que Luigi considérait comme sa chair et son sang, le garçon en or du clan, mais qui allait devenir son pire cauchemar et le fossoyeur de tout l'Empire. Le 18 juin de l'an 2018 devint, pour le clan Manchuso, une date dont la force destructrice surpassa toutes les rafles policières et les condamnations des 40 dernières années réunies. En ce jour d'été étouffant, dans le silence stérile de la salle d'interrogatoire, une semaine avant la naissance de sa fille, Emmanuel Mancuso, âgé de 30 ans, fils du puissant Pantaleone, l'ingénieur, et neveu du suprême Luigi lui-même, accomplit l'impensable. Il demanda à appeler le procureur. Pour la famille des 11, ce ne fut pas simplement une trahison, ce fut un coup de poignard droit au cœur porté de leurs propres mains. Un acte suicidaire pour l'honneur de la lignée, pour la première fois dans l'histoire de cette dynastie indestructible qui se vantait de n'avoir jamais chanté devant les flics, pas même sous la menace de la prison à vie, l'un de ces garçons en or, le prince héritier de l'Empire, qu'il préparait à la gestion de millions, décida de briser la sacrée omerta. Et la raison ne fut pas une soif banale d'argent ou la peur de la prison, mais un désir humain qui, dans le monde cruel de la 'ndrangheta, est considéré comme une faiblesse impardonnable. Le désir de devenir père, et non un simple gardien de prison pour son propre enfant, de briser la chaîne de la malédiction qui enchaînait sa famille depuis des générations. Emmanuel n'était pas un simple soldat ou un dealer de rue dont les connaissances se limitent à quelques noms et cachettes. Il avait grandi au cœur du système, absorbant les secrets les plus sombres du clan avec le lait maternel. Il savait non seulement où étaient enterrer les cadavres des ennemis, mais aussi où étaient cachées les clés des comptes offshore. Il avait vu l'envers de la mafia du pétrole et connaissait les rencontres secrètes dans les luxueux hôtels de Rome, les liens avec les francs-maçons et la manière dont Lzio Luigi manipulait juges et politiciens comme des marionnettes. Ces dépositions ne furent pas simplement un ensemble de preuves pour l'enquête. Elles devinrent une carte détaillée du champ de mine sur lequel reposait l'ensemble du clan. Lorsque la nouvelle de sa collaboration transparaîtra au-delà des épais murs de la prison de Pagliarelli, la panique éclata à Limbadi, frôlant l'hystérie collective. Le clan, habitué à résoudre tout problème à l'aide du plomb ou de l'argent, se heurta à un ennemi qu'on ne pouvait pas simplement tuer, car il était déjà sous la protection de l'État dans le programme de protection des témoins. Et alors, la famille décida de tuer son âme. Débuta alors une campagne de terreur psychologique d'un cynisme et d'une cruauté sans précédent. La famille Mancuso, y compris la mère biologique Giovanna Del Vecchio et la tante Rosaria, utilisa la chose la plus sacrée, la fille à peine née, comme arme de chantage. Le nourrisson, qui n'avait que quelques jours de vie, fut transformé en otage dans cette guerre des nerfs. À Emmanuel, par l'intermédiaire d'avocats et de proches, des messages monstrueux étaient transmis. « Tais-toi, ou tu ne la verras jamais faire ses premiers pas. » Elle grandira en te haïssant. Son épouse fut contrainte de renoncer au programme de protection et son frère Giuseppe de le renier publiquement comme un traître. C'était l'agonie du vieux monde, archaïque et impitoyable, qui ne parvenait sincèrement pas à comprendre comment on pouvait échanger le séculaire honneur de la famille, le respect et l'accès à des millions d'euros contre la misérable vie d'une personne ordinaire avec un nouveau nom. Dans les conversations carcérales interceptées, les proches le qualifiaient avec haine de Judas, de rat et de honte de la lignée, sans réaliser que cette honte était précisément devenue la sentence de mort pour eux tous. Mais Emmanuel, contrairement aux attentes de la famille, ne céda pas. Au contraire, cette pression monstrueuse ne fit que le convaincre qu'il avait fait le seul bon choix. Il comprit que pour le clan, rien n'était sacré, pas même les liens du sang. Il commença à parler encore plus avec une fureur redoublée. Il révéla en détail la structure du trafic de drogue international, indiqua sur la carte les plantations secrètes de marijuana dans les montagnes, surveillées par des drones et des militants armés jusqu'aux
Gévaudan, livra les noms des prête-noms auxquels étaient enregistrés villas et entreprises. Et, chose la plus importante et dangereuse, il fournit des témoignages directs et accablants contre l'intouchable lui-même, contre Luigi Mancuso. Il raconta aux enquêteurs comment Zio avait reconstruit l'empire brique par brique après sa sortie de prison, comment il avait habilement réconcilié les clans en guerre lors des célèbres sommets et comment il avait bâti un système de contrôle total et étouffant sur l'économie de Vibo Valentia. Emmanuel arracha le masque du sage pacificateur et bienfaiteur du visage de son oncle, montrant au monde un marionnettiste cynique pour qui les êtres humains, même les neveux de sang, n'étaient que du matériel de consommation dans le grand jeu du pouvoir. Pour Luigi Mancuso, la trahison d'Emmanuel marqua le début de la fin, le point de non-retour. Lui, qui avait survécu aux guerres sanglantes avec les concurrents dans les années 80, aux longues peines de détention dans les années 90 et aux nombreuses rafles policières, se retrouva absolument impuissant face aux coups venus de l'intérieur, de sa propre chair et de son propre sang. Son système parfait, construit sur la peur, le profit et une loyauté absolue, subit une défaillance fatale là où il s'y attendait le moins. Le garçon en or, qu'il percevait peut-être comme le futur leader, devint le fossoyeur de la dynastie. Et tandis que Luigi tentait fébrilement de sauver ses biens, les transférant à de nouveaux prête-noms et activant d'anciennes relations dans les tribunaux, dans l'espoir de discréditer son neveu, dans le bureau du procureur Nicola Gratteri à Catanzaro, le plan final de l'opération Rinascita Scott était déjà en cours d'élaboration. La trahison d'Emmanuel devint cette clé manquante. La pierre de Rosette, qui avait fait défaut pendant des années à l'enquête pour déchiffrer le code de la Ndrangheta et ouvrir les portes de l'imprenable forteresse de Limbadi. Et lorsque ces portes s'ouvrirent enfin, le monde découvrit derrière elles non pas la grandeur de l'empire criminel, mais la pourriture, la déliquescence et la peur. Le 19 décembre de l'an 2019 ne commença pas pour la Calabre par le lever de soleil habituel sur la mer Tyrrhénienne, mais par le bruit assourdissant des pales d'hélicoptères militaires qui lacéraient le silence nocturne au-dessus des provinces assoupies de Vibo Valentia et de Catanzaro. Cela ressemblait au début d'une opération militaire de grande envergure, et en substance, c'en était une guerre de l'État contre son ennemi intérieur le plus redoutable. L'opération Rinascita Scott, nommée symboliquement en l'honneur de la renaissance d'une terre étranglée pendant des décennies par la mafia et en mémoire du légendaire agent du FBI Scott W. Benger, devint l'apogée du travail pluriannuel, titanesque et mortellement dangereux du procureur Nicola Gratteri. 3000 carabiniers, les forces spéciales d'élite du GIS, des centaines de véhicules blindés, des unités cynophiles. L'État décida de porter un coup d'une telle force destructrice que de l'empire invisible de Luigi Mancuso, il ne resterait que des ruines fumantes. Mais cette grandiose opération avait son propre secret dramatique que peu connaissaient. Elle débuta 24 heures plus tôt que prévu, en régime d'improvisation d'urgence. Gratteri, un homme vivant sous escorte depuis maintenant 30 ans, savait parfaitement qu'il avait affaire à un adversaire qui voyait à travers les murs et entendait à travers le ciment. Zio, Luigi avait construit un système où l'information était la marchandise la plus précieuse et la plus coûteuse. Quelques jours avant l'heure, H, le procureur, reçut un signal alarmant, glaçant. Il y avait eu une fuite d'informations au plus haut niveau. Quelqu'un parmi les taupes corrompus au tribunal ou à la tête de la police, avait murmuré à la bonne personne qu'un Armageddon se préparait. À Limbadi commença une évacuation silencieuse mais fébrile. Les parrains brûlaient des documents compromettants, emballaient des millions en espèces dans des sacs sous vide et se préparaient à disparaître dans leurs bunkers souterrains ramifiés, mieux équipés que certains abris anti-aériens. Gratteri avait un choix dont dépendaient sa carrière et sa vie. Annuler l'opération, permettant aux criminels de s'enfuir et de se réorganiser, ou risquer le tout pour le tout et frapper immédiatement, espérant l'effet de surprise. Il choisit le risque. L'objectif principal, le prix numéro 1, était bien sûr Luigi Mancuso lui-même. Mais le suprême ne siégeait pas dans sa villa fortifiée à Limbadi en attendant les menottes. Il était en voyage, en mouvement, ce qui rendait sa capture une tâche délicate. Mancuso revenait de Milan à bord du train à grande vitesse Frecciarossa, symbole de l'Italie moderne qu'il exploitait si brillamment. Il se sentait probablement en sécurité absolue, certain que ses liens profonds dans les loges maçonniques secrètes et les hauts cercles politiques l'auraient averti de tout danger bien avant que les carabiniers ne reçoivent l'ordre signé. Il ignorait qu'au même moment, dans le wagon du train, camouflés en navetteurs fatigués et en touristes ordinaires, voyageaient déjà les combattants de l'unité d'élite du GIS. Ils suivaient chacun de ses mouvements, chaque gorgée de café froid, chaque regard vers la fenêtre sombre, attendant le commandement. L'arrestation eut lieu à la gare de Lamezia Terme lorsque le train ralentit, sans fusillade hollywoodienne, sans poursuite cinématographique sur les toits des wagons. Le train s'arrêta, les portes s'ouvrirent avec un sifflement, et Calzio vit devant lui, non pas ses chauffeurs et gardes du corps habituels, mais les canons noirs des fusils et les masques impénétrables des forces spéciales. Gratteri dira plus tard avec une satisfaction professionnelle
Il n'a même pas compris ce qui s'est passé. Nous l'avons pris à froid. Il n'a même pas eu le temps de passer un coup de fil. C'était la fin d'une époque, l'épilogue de 30 ans de jeu du chat et de la souris. L'homme qu'il considérait comme un fantôme, ou signorino, inatteignable pour la loi, se tenait sur le quai entouré par les forces spéciales, ne ressemblant à ce moment-là non pas au tout-puissant don qui décide des destins, mais à un homme âgé, fatigué, dans un manteau coûteux, qui avait perdu sa dernière et principale partie. Mais l'arrestation de Luigi n'était que la pointe d'un gigantesque iceberg. Cette nuit-là, dans toute l'Italie, de la Lombardie industrielle à la Sicile agricole, et même au-delà de ses frontières, en Allemagne, en Suisse et en Bulgarie, des centaines de menottes claquaient simultanément. 334 arrestations, un chiffre qui coupait le souffle aux avocats experts et aux journalistes. Parmi les personnes interpellées, il n'y avait pas seulement les militants habituels avec leurs tatouages de prison et leurs cicatrices de coups de couteau. Dans le vaste réseau de Gratteri se retrouva cette même zone grise dont on chuchotait depuis si longtemps, mais que l'on craignait de toucher depuis des décennies, des avocats célèbres, des maires de ville, des colonels de carabiniers, des employés de tribunal. L'arrestation la plus retentissante et scandaleuse fut celle de Giancarlo Pitelli, avocat renommé, franc-maçon et ancien sénateur du parti Forza Italia. Pitelli n'était pas simplement un défenseur des mafieux devant les tribunaux. Il était leur pont vers le monde légal, un conseiller d'un nouveau genre qui connectait l'argent sale et ensanglanté de la 'ndrangheta avec les bureaux propres des loges maçonniques et les comptes bancaires. Au cours des perquisitions, les carabiniers découvrirent des cachettes dont le contenu rappelait davantage des accessoires de thrillers d'espionnage que la réalité. Ils trouvèrent non seulement des montagnes d'argent liquide emballées dans du plastique et des arsenaux d'armes capables d'équiper une petite armée, mais aussi ces célèbres pizzini, des messages chiffrés que Luigi utilisait pour gérer l'Empire depuis l'ombre, des listes de membres de loges secrètes, des schémas de blanchiment d'argent via des bitcoins et des propriétés d'élite au centre de Londres furent découverts. Il fut révélé que Limbadi n'était pas simplement un village oublié de Dieu dans le sud de l'Italie, mais un nœud clé du réseau criminel mondial qui enveloppe la moitié du globe. Les écoutes que le parquet avait menées pendant des années enregistrèrent des milliers d'heures de conversations où tout était discuté cyniquement et quotidiennement. Des meurtres de concurrents à la nomination des juges nécessaires et à la répartition des contrats d'État. Ces enregistrements devinrent la voix de la mafia elle-même qui enfin parla contre elle-même au tribunal. L'opération Rinascita Scott devint le coup le plus grand et le plus significatif porté à la criminalité organisée depuis le procès historique de Palerme en l'an 1986 où les parrains de la Cosa Nostra furent d'un jugé. Mais si à l'époque, sur le banc des accusés, siégèrent des personnes qui faisaient sauter des autoroutes, c'est désormais devant le tribunal que se présentait la 'ndrangheta, la mafia 2.0, silencieuse, incroyablement riche et profondément intégrée dans l'État. Gratteri démontra à tout le pays que le mythe de l'invulnérabilité du clan Mancuso n'était qu'un mythe, créé par la peur et le silence. Zio se révéla non pas un demi-dieu, mais un criminel ordinaire dont le pouvoir reposait sur la corruption et la violence, et en ce froid matin de décembre, lorsqu'il, voûté, fut conduit dans le fourgon blindé sous le feu des caméras, les habitants de Vibo Valentia, pour la première fois après de longues années, sentiraient que l'air était devenu un peu plus pur. Mais ils savaient aussi, instruits par l'amère expérience, couper la tête au dragon n'est que la moitié de l'œuvre. Maintenant, allait venir la partie la plus difficile et la plus longue, le procès où ce dragon, utilisant les meilleurs esprits juridiques du pays, tenterait de prouver qu'il n'était qu'un lézard inoffensif victime d'un arbitraire. Lorsque, en novembre de l'an 2023, les portes de l'Ola Bunker, spécialement construites à Lamezia Terme, structure monumentale de ciment et d'acier, s'ouvrirent enfin pour la lecture du verdict, toute l'Italie, des Alpes enneigées à la Sicile ensoleillée, fut suspendue dans une attente tendue. Ce n'était pas un bâtiment de justice ordinaire où se décident les destins de petits délinquants, mais un véritable monstre architectural, une forteresse de Thémis érigée en un temps record, en seulement quelques mois, spécifiquement pour ce procès. Il semblait que l'État lui-même voulait montrer les tribunaux normaux, avec leurs boiseries et leurs planchers grinçants, ne sont tout simplement pas capables, physiquement et moralement, de contenir autant de mal concentré. 3300 mètres carrés d'espace stérile, 1000 places pour les spectateurs et les avocats, des dizaines de cages blindées rappelant des prisons médiévales de haute technologie et des centaines de moniteurs. Tout cela créait la toile de fond pour le final du drame juridique le plus vaste de l'histoire de l'Italie moderne depuis le maxi-procès. Sur le banc des accusés, il n'y avait pas simplement des criminels isolés, mais un écosystème complexe, un échantillon d'une société malade, des parrains cruels qui décidaient du sort des régions d'un signe de tête, aux bureaucrates gris qui vendaient à leur signature sur un document pour une enveloppe d'euros. Mais la figure principale,
Le fantôme invisible qui planait sur la salle et se reflétait dans les yeux effrayés des témoins demeurait Luigi Mancuso. Sa chaise dans la cage centrale était ostensiblement vide. Son cas avait été séparé et joint au procès Petrol Mafia. C'était la dernière manœuvre stratégique désespérée de sa défense, une tentative de retarder l'inévitable, de gagner du temps. Mais même cette manœuvre ne pouvait cacher le fait évident. L'empire qu'il avait construit pendant un demi-siècle s'était définitivement effondré. Lorsque la juge-présidente Brigida Cavassino, femme au regard d'acier, commença à lire le verdict, sa voix résonna dans le silence de la salle, monotone et rythmée, tel un métronome marquant impitoyablement les années de vie d'autrui qui allaient désormais se passer derrière les barreaux. La lecture de la liste infinie des noms de famille et des peines dura 1 h 40 minutes. Une éternité pour ceux qui siégeaient dans les cages. Le chiffre final résonna comme le coup d'un lourd marteau sur le couvercle d'un cercueil. 2200 ans de prison pour 207 accusés. Ce ne fut pas simplement un verdict juridique aride, ce fut l'épitaphe de toute une ère d'impunité. Les peines les plus lourdes, pratiquement des peines à perpétuité de 30 ans, furent infligées au lieutenant Clé et au compagnon de Luigi, Saverio Razionale, un homme avec un calculateur à la place du cœur qui contrôlait les flux financiers du clan à Rome, et Paolino Lobianco, responsable de la rue et du racket à Vibo Valentia, mais plus significative encore, presque révolutionnaire, fut la sentence pour l'esdit Cols Blanc. Giancarlo Pitelli, ancien sénateur, avocat réputé et franc-maçon, symbole d'intouchabilité et de fusion criminelle de la mafia avec l'État, écopa de 11 ans. Sa brillante carrière, bâtie sur des poignées de main dans des loges fermées et des murmures dans des bureaux silencieux, se termina dans la honte d'une cellule de prison. Pour de nombreux Italiens, ce fut un choc et une révélation. Pour la première fois, l'État, à un si haut niveau, reconnut qu'un homme en costume coûteux, avec un insigne de député, pouvait être un mafieux aussi dangereux que celui qui tient une lupara à canon scié. D'autres sentences, non moins éloquentes et symboliques, détruisirent également les mythes sur la bonne mafia. Giovanni Giamborino, l'homme qui, pour complaire au clan, tenta d'effacer de la surface de la terre une route historique millénaire afin d'y construire un immeuble illégal, reçut une sévère punition. Son cas devint le symbole de l'attitude barbare du clan envers l'histoire, la culture et la loi, considéré comme un obstacle gênant que l'on peut éliminer avec un bulldozer ou un pot de vin. Giuseppe Mangone, une autre figure clé dans le complexe système de blanchiment d'argent via l'agro-industrie, écopa de plus de 10 ans, ce qui devint un signal pour tous les comptables gris de la mafia. Nicola Gratteri, l'homme qui a littéralement immolé sa vie sur l'autel de cette lutte, sacrifiant la liberté et la sécurité de sa famille, sortant à la rencontre de centaines de journalistes après la lecture du verdict, ne cacha pas ses émotions, mais ne célébra pas non plus son triomphe. « Nous avons libéré le territoire », dit-il, regardant au-dessus des caméras avec un air fatigué. Nous avons créé un vide. Maintenant, la tâche de la société civile est d'occuper cet espace, de le remplir d'affaires honnêtes et de culture. Sinon ils reviendront. La mafia ne tolère pas le vide. Dans ces mots, il y avait l'amère vérité d'un homme qui connaît trop bien et depuis trop longtemps son ennemi. Quant au suprême lui-même, Luigi Mancuso, son destin se décida parallèlement dans une autre salle d'audience, mais avec le même résultat fatal et irréversible. Lors du procès au Petrol Mafia, où ses liens avec les magnates pétroliers kazakhs, les oligarques russes et les cartels internationaux furent révélés en détail, Zio fut condamné à 30 ans de prison. Pour un homme de son âge, habitué au luxe et au pouvoir, c'est en fait une condamnation à mort diluée dans le temps. La cage d'acier se referma définitivement. L'architecte de la nouvelle 'Ndrangheta, le visionnaire du monde criminel qui rêvait de transformer la mafia en une corporation mondiale légale et y parvint presque, finira ses jours dans une cellule d'isolement, privé de ses armes principales, le silence, le téléphone et les liens. Cependant, lorsque la première euphorie des titres tapageurs se calma, et que les fourgons des chaînes de télévision quittèrent Neckiller la Mésiaterme, un silence étrange, inquiétant et résonnant s'installa à Vibo Valentia. Les habitants locaux, instruits par l'amère expérience de décennies de déception, le savent. La 'Ndrangheta n'est pas simplement une organisation avec une liste de membres, c'est une mentalité, un virus social qui mute sous la pression. L'opération Rinascita Scott a coupé la tête de l'hydre, mais son corps énorme, le réseau ramifié de biens cachés dans les paradis fiscaux, les liens de corruption profondément enracinés, la peur ancrée dans le cortex cérébral de générations, tout cela n'a disparu nulle part. À l'ombre des trônes libérés, dans les ruelles sombres, les discussions fermées, de nouveaux prédateurs ambitieux s'agitent déjà. Ce sont de jeunes loups qui ne se souviennent pas du code d'honneur de Luigi, ne connaissent pas la diplomatie et sont prêts à inonder les rues de nouveau sang pour un rapide partage du pouvoir. Luigi Mancuso a perdu sa guerre, mais le méthode Mancuso,
La philosophie du contrôle total, de l'infiltration et du pouvoir invisible est restée vivant comme un héritage empoisonné attendant un nouveau maître encore plus cruel qui osera ramasser la couronne tombée dans la boue. Et peut-être, en ce moment même, dans un bar insignifiant de Calabre ou dans un bureau de la City de Londres, ce nouveau Zio est déjà en train d'écrire le premier chapitre de la prochaine histoire, encore plus terrifiante.